Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous analysons tous les shows de la WWE. On se retrouve aujourd'hui pour commenter le Friday Night SmackDown, la review du 1150e épisode du show bleu. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Alors on est un peu en terrain All Elite Wrestling ce soir puisqu'on est à Jacksonville, en Floride, USA. Corey Graves et Michael Cole sont aux commentaires. Corey Graves remplace au pied levé Pat McAfee. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué. Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Ou votre tonton Ketchup pour les intimes. Comment ça va, les peuples de Ketchup? Ça va bien? Je suis en tag team. Je suis avec un partenaire bien connu pour une tag team bien gériatrique. J'accueille l'insubmersible, l'inamovible, l'inaccessible Papy. Salut Papy. Bonjour les enfants, bonjour tonton, alors comment ça va mon tonton? Mais écoute, ça va bien, un peu difficile en cette rentrée, un peu du mal à bouger du déambulateur, mais juste ce qu'il faut pour rejoindre le coin télé et se mater le show bleu. Très bien, bah mets de l'huile, c'est ça qu'il faut faire. Ah, c'est ça qui grince dans les couloirs comme ça, c'est insupportable. Alors les amis, on s'était quitté sur le Monday Night Raw, on s'est quitté sur pas mal de choses la semaine dernière, on se retrouve sur ce Friday Night SmackDown. Et SmackDown, il y a un truc qui est inamovible lui aussi, c'est bien la Bloodline, c'est bien les Usos, c'est bien notre ami Roman Reigns, et qui tient ce titre de main de maître, qui continue à être la tête de la table sans aucune interruption, presque j'ai envie de dire. Alors ça va commencer avec l'arrivée des cousins qui sont regardés par Roman Reigns et Paul Heyman qui sont dans la loge du champion et ils se demandent pourquoi les Street Profits en fait sont venus interrompre le passage à tabac sur Finn Balor de la semaine dernière si vous étiez avec nous. Et voilà, si son but c'est de se faire un nom sur leur tête, ils ont manqué de respect à la famille et ils vont le payer dès ce soir. Angelo Dawkins et Montez Ford, ils vont faire leur arrivée sur le ring en provoquant les jumeaux. Bien entendu, ils sont contents d'avoir vu que les Usos jouaient les débiles et qu'ils vont faire pâle figure devant le chef tribal, qu'ils avaient fait pâle figure, devant le chef tribal la semaine dernière. Alors, est-ce qu'au moins ils ont la permission du patron pour venir fouler le ring? Il semblerait que oui, puisqu'on se lance d'entrée dans un tag team match entre les Street Profits et les Usos. Un match qui va durer 8 minutes. Belle démonstration. Tu me diras, je ne sais pas si tu te souviens, mais il s'était déjà affronté à quelques occasions, je crois. Mais pour le coup, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas revu l'affiche là. Et donc, c'était plutôt sympa. Toujours un Montez Ford voilà, qui a décidé qu'un jour il toucherait le toit des arénas quand il balance son frog splash, parce que bien sûr, Montez Ford va réussir son frog splash depuis les cieux sur Jimmy Uso. Jimmy Uso va venir casser le tombé et va le passer à tabac. Va pas écouter du tout ce que lui raconte l'arbitre. Du coup, ça va les disqualifier. Après le match, les jumeaux, ils vont s'attaquer à Angelo Dawkins, quitte à faire, mais ils vont pas voir que Montez Ford va sauter sur eux depuis le ring. Les Street Profits vont célébrer un peu avec le public, et Roman Reigns, depuis la loge, demande à Paul Heyman tout simplement de ramener les cousins parce que ça suffit bien comme ça. En coulisses, on retrouve donc Paul Heyman qui va croiser Kayla Braxton, qui arrive un peu à la chasser. Son téléphone va sonner et c'est la sonnerie du thème d'entrée de Brock Lesnar qui va retentir. Alors il va laisser sonner une première fois, mais il va répondre à la seconde. Il semble un peu mal à l'aise, un peu gêné. Il va dire à l'interlocuteur qui va transmettre le message. Il va finir par croiser Biggie qui va lui rigoler au nez tranquillement en présentant sa mallette du Money in the Bank. Voilà comment s'est passée toute cette introduction de ce monde merveilleux du show bleu. Mon papy, à toi de te plonger dedans. Et oui, je me plonge dans le show bleu. Une introduction directement dans l'habitude de SmackDown, le fil bleu de SmackDown, là, et qui nous occupe de toute façon d'autres épisodes, qui nous habille les épisodes. Et donc, du coup, on est reparti sur cette bloodline qui va nous occuper. Alors, je vais directement passer par la fin, puis je vais revenir par le début. Donc, justement, le mix entre les Usos, Roman Reigns, Paul Heyman, Brock Lesnar, Biggie qui traîne toujours par là, et là, tu es à 2000 à l'heure, en fait, tu as une idée à la seconde, et tu sais pas, là, tu es déjà à bout de souffle, en fait, quand tu te dis, ah, bah, attends, alors Roman, il va devoir, en plus, il a un match ce soir contre Finn Balor, mais il doit gérer aussi Brock Lesnar, mais il doit aussi gérer Biggie. Là, tu es directement en mode sprint dès le début du show, donc c'est bien, ça donne du peps. À noter et j'avais déjà trouvé la semaine dernière, mais je pense que le fait que Kayla Braxton et Paul Heyman travaillent ensemble sur Talking Smack, si je dis pas de bêtises, je trouve qu'ils ont énormément d'alchimie à deux, énormément de complicité.
Et là, ça se sent encore bien fort. Là, tu la voyais qu'elle avait son petit sourire goguenard pendant que l'autre, il essayait de, comment ça s'appelle ça? Tu sais, quand de ghoster là, Lesnar, de pas lui répondre. Et donc, c'était assez drôle à regarder. Et donc, pour revenir pour le match, ouais, une belle opposition entre les deux équipes, j'allais dire deux frères, mais non, les profils ne sont pas frères. Mais c'est ouais, bah, c'est un peu pareil, ça finit par des splashs. C'est du grand spectacle. On se doute qu'on aura certainement du grand spectacle en pay-per-view avec ces équipes-là. C'est probablement les deux meilleures équipes de SmackDown d'assez loin, finalement, parce que bah, les Mysterio, ça reste quand même une équipe avec Dominique qui continue d'apprendre le métier. Et puis les autres sont un peu plus en bas. Donc, bah ouais, ça s'annonce des bonnes choses pour l'avenir. Et puis, bah, en tout cas, c'est un démarrage en fanfare de SmackDown. Ouais, c'était plutôt bien foutu. Tout le mélange en fait entre les segments backstage, avec le match dans l'intervalle, les 8 minutes de catch plutôt pas mauvaises, même plutôt très aérienne, je vais dire. Et du coup, ouais, ça s'emboîtait bien. Petit rappel de Piggy quand même, parce qu'on a quand même le Mister Money in the Bank qui est à SmackDown aussi. Donc il y a tout à SmackDown de toute Ils ont façon. tout, ouais. Il n'y a pas à chercher. Après, vraiment, bon, les Usos, c'est vraiment une grande équipe. Hein, on le dit jamais assez, mais pour moi, voilà, les gars sont là depuis. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans maintenant qu'ils sont là, peut-être plus que ça. Plus que Et ça, ouais. plus que ça, ouais. Et ça fait, c'est En fait, ça vrai. fait, ça fait 10 ans qu'ils sont top, finalement. Mais Ouais. ils sont là depuis plus longtemps. Ouais, donc fact-checking, peuple de catch-up, ça fait combien de temps que les Usos ils sont à WWE maintenant? Et c'est une des meilleures équipes au monde depuis des années et des années, et ils restent au sommet, quoi. Et comme les Street Profits ont un chouette catch aussi, il y a une bonne alchimie entre Dawkins et Montez, donc du coup c'est vraiment sympa. Donc tout ça, ça se regarde bien, les rappels, Biggie, la musique de Brock Lesnar, bref, les petites pics à droite, à gauche, tout ça, c'est vrai que c'est bien foutu. Ça perd pas trop d'intensité, tu vois. C'est souvent un peu ce que j'ai peur quand il y a trop de segments backstage, mais là, pour le coup, ça valait facile cet opener. Mais en attendant, on va retourner sur le ring. Et là, cette fois, il y a la grande et unique championne de SmackDown qui fait son entrée, Becky Lynch, qui débarque sur le ring et qui nous explique qu'elle n'a pas pu réellement parler à Bianca Belair du fait de la semaine dernière avec l'intervention des autres lutteuses et qui avait donné un match assez sympa d'ailleurs, qui avait dans la suite. Elle va continuer à louanger notre amie Bianca Belair, nous expliquer que c'est une très bonne athlète, qu'elle a gagné un main event de WrestleMania. Elle va quand même expliquer après finalement comment elle a été appelée en urgence pour remplacer Sasha Banks, sa sœur SummerSlam, et pour sauver le match. Ouais, ok, pour sauver le match de 26 secondes. C'était pour elle l'opportunité de récupérer son statut qu'elle a dû lâcher à cause de cette absence. Mais bon, au vu du match très court, elle voit que Bianca n'est pas prête finalement et qu'elle ment sur le fait d'être la EST de la WWE. Bim bam boum, je vous le donne en mille. Bianca Belair fait son entrée là-dessus, pas contente. Elle dit que ce titre, il faisait partie d'elle, que c'était en elle, que c'était à elle, et que ces moments, ils seront à jamais gravés dans sa mémoire. Des moments qui se sont terminés sur un match de 26 secondes. Becky parle d'elle comme si elle la connaissait, mais c'est pas le cas. Et d'ailleurs, comme Roman Reigns qui défend son titre ce soir, Becky n'en ferait pas de même. Finalement, c'est vrai, ce serait pas forcément une mauvaise idée. Moi, j'ai trouvé ça assez legit. Mais le man, elle lui répond qu'en fait, elle en a rien à faire de Roman Reigns. Elle est même un peu plus argotique que ça, n'est-ce pas? Et elle va refuser le challenge avec un gros non. Alors, papy, j'espère que tu n'étais pas content de ce gros nom de l'Irlandaise quand même. Ça se fait pas là. C'était un challenge qu'il fallait relever, nom d'un chien, Oui, nom d'un bougre. c'est pas très poli de ta part. Hein. L'Irlandaise n'est Ouais. pas très, bah, t'es pas très sympathique, n'est pas très accueillante. Bah, elle fait ce qu'elle peut, Becky, j'ai envie de dire, pour essayer de convaincre en tant que heel, alors que t'as le public qui fait Becky, Becky, Becky. Mais elle se bat pour faire le taf pour passer en heel. Mais elle n'y Alors arrive pas. l'avantage, c'est qu'avec Bianca qui est vraiment ultra babyface, je trouve que l'air de rien, elle s'en sort à peu près. Mais toujours avec une foule qui pousse derrière. Alors, je suis pas certain que c'était le meilleur choix du monde de la refaire venir en heel. Alors, avec la pop qui est là, déjà qu'elle avait avant de partir, et en plus, le fait de revenir en DO à gamin, ça donne plus envie de popper derrière toi. Est-ce que c'est parce que derrière, ils ont des plans avec Seth Rollins, de les associer du coup en heel? Est-ce que c'est parce que elle tenait absolument à être heel? J'ai cru lire ça quelque part, j'en sais trop rien, mais en tout cas, c'est compliqué, quoi. Je sais pas s'ils arriveront vraiment à tenir jusqu'au bout avec cette histoire-là. Faudrait qu'elle fasse vraiment une grosse vacherie là pour confirmer son turn. Mais en tout cas, bah, elle fait ce qu'elle peut.
Pour l'instant, ça me gêne pas trop, mais de toute façon, l'essentiel, c'est que j'ai qu'une envie, c'est qu'elles se foutent sur la gueule, les deux là. Elle va avoir un booking à la Stone Cold, de toute façon, je crois que c'est ça, parce que la WWE va pas avoir le choix en fait que de pratiquer ce genre de booking avec elle, parce que le public chie sur le fait qu'elle soit heel, il l'adore, point barre, et donc ils vont la monter au pinacle sans arrêt, quoi qu'elle fasse. À chaque fois que de toute façon elle agit mal, Becky, tu remarqueras, de toute façon derrière c'est Becky quoi. Donc il y a pas moyen, ils y arrivent pas. Donc cette orientation twinner, de toute manière, pour moi, je pense qu'elle est là, elle est déjà quasiment actée, mais bon, on sait après comment la WWE elle est capable de s'entêter, hein, donc on en reparlera aussi au fur et à mesure du temps. Et d'ailleurs, au fur et à mesure du temps, j'ai vu des ailes traverser le studio, mon papy. Je me suis dit, ah, mais c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de fermer la porte. Et, ah ouais, ça y est. Et ben non, il en a profité, il s'est faufilé. Il y a l'archange Géliel qui vient de nous rejoindre, pile poil, pour parler de la plus grande championne de tous les temps de SmackDown, Becky Lynch. Salut Géliel. Hello tonton, salut papy, bienvenue à tous. Salut. Ouais, désolé un petit peu du retard sur le début de cette review. C'est pas grave, t'inquiète, c'est une habitude chez nous. Vous voulez pas parler des Ouzo, t'as raison. Hein. on reverra après peut-être pour les Ouzo. Tu me posais la question pour Becky Lynch, c'est ça? Ouais, on parlait de Becky Lynch là en fait. Ouais, bah ça va être compliqué de la mettre en heel. Hein. Je suis d'accord avec papy, je suis d'accord aussi avec toi. Je sais pas ce qu'il va falloir qu'elle mange des enfants ou des choses comme ça pour passer heel, mais là ça passe pas, ça marche pas. Alors ça fait que, ouais, en gros, ça fait que c'est la 3e fois où on la voit aussi. Donc peut-être que ils vont peut-être sortir quelque chose d'un peu plus costaud, d'un peu plus consistant, d'un peu plus méchant. Mais en l'état, puis en plus j'ai l'impression que le public en joue de ça. Tout le monde a bien compris qu'elle revenait en méchante. Les gars, j'ai l'impression qu'il y a une partie publique que ça fait marrer de la clamer alors que c'est l'inverse qu'on attend. Voilà, donc il y a un jeu qui se met en place et là je rejoins Papy, ça marchera. S'ils prennent comme ça, ça marchera pas quoi, ça marchera pas. Ah mais il y a un peu de hijacking de la part du public en fait dans cette histoire. Mais moi je trouve que ça c'est assez sympa finalement. Je trouve le truc assez croustillant quoi, parce que pour le téléspectateur lambda, ça peut être un peu surprenant. Tu te dis ah bah ouais, tu regardes comme ça occasionnellement, elle est méchante et tout ça c'est bizarre, tout le public, tout le public est comme un dingue quand elle est là. Donc c'est assez drôle. En même temps, est-ce que c'est pas tout ce qu'on a attendu aussi? Avec les rires en boîte qui nous sortaient, là, les trucs et ça applaudissait exactement là où ça applaudissait, où c'était la bonne pop quand c'était la pop attendue. Là, on a à nouveau un public qui réagit, qui vit, qui est pas d'accord avec le programme et qui exprime, bah voilà, et c'est tout ce qui nous manquait et qu'on trouvait aussi super sympa, quoi. Et encore, je suis même pas sûr qu'il. Comme le dit Tonton, et en t'écoutant Juliette, je me pose la question aussi, est-ce que vraiment ils veulent la faire passer heel? Est-ce que, comme tu le dis, elle pourrait manger les enfants? Alors, pas forcément manger vraiment des enfants, mais elle pourrait être bien pire en heel. Je trouve qu'elle est encore soft pour l'instant. Et peut-être que c'est justement pour, en se disant, on va pas la cramer tout de suite, au cas où on va la garder Twitter. Et peut-être qu'ils font des espèces de double niveau de lecture sur son personnage, en disant, bah voilà, elle sera les heal pour certaines personnes et face pour d'autres en mode Twitter, parce que je trouve qu'elle est pas encore. Je veux dire, Reigns, pour qu'il passe heal, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère, il s'est mis des coups de caisse partout. Enfin, c'était violent, quoi. Là, ils vont doucement. Oui, c'est vrai que pour Roman Reigns, c'était une boucherie, quoi. Mais avec Becky Lynch, ils pourront pas utiliser tout à fait le même genre de ressort. mais je sais pas, moi je trouve ça vachement intéressant. Alors je me plains pas, hein, moi, du fait que le public hijack un segment ou un angle particulier, etc. Au contraire, moi je trouve ça assez sympa. Et puis c'est ce que je disais au début de la review, ce SmackDown se passait à Jacksonville, en Floride, donc vraiment sur les terres de la All Elite Wrestling. Et donc c'était assez sympa d'avoir un public qui a été habitué, surtout pendant toute la période Covid, à être dans l'aréna de Jacksonville. Donc j'ai trouvé le truc assez sympa pour ça. Et puis Bianca quelle athlète quand même. Et moi, il me tarde de les voir avoir un vrai match. Au final, si je dois résumer en fait sur ce que je pense de Becky Bianca, c'est un peu ça. C'est que moi, ok, en rivalité, d'accord, mais bon, les 26 secondes, on va pas passer non plus des vendredi après vendredi après vendredi là-dessus. Et il est temps qu'on les voit vraiment à l'œuvre dans un vrai match, quoi. Bianca Belair a annoncé de toute façon qu'elle voulait se faire les 4 for Horsewomen. Et donc, Becky fait partie de la liste. Il n'y en a plus que 2. Exactement.
Sur quoi on est, les amis? On est vite fait sur, on est très vite fait sur le backstage. Ah oui, le backstage avec Dolph Ziggler et Robert Roode qui croisent Tony Storm d'ailleurs au passage. Ziggler hein, qui perd jamais une occasion, mon papy, hein, qui va lui proposer Ah, de il est chaud, l'accompagner hein. pour son premier match. Ah ouais, il est chaud comme de la braise, il est chaud patate, le Dolphin. Et mais la Néo-Zélandaise, elle va refuser. Hein. Elle va lui dire qu'elle préfère Rick Books, carrément, quoi. Carrément. Elle préfère la grenouillère de Rick Books. Un gros affront au show-off, quand même. Hein, je ne voudrais pas dire, mais bon. Là-dessus, on a justement notre ami Rick Books qui va être là pour un match formidable. Un match face à Dolph Ziggler, accompagné de Robert Roode. Écoutez, ce match, il va être très rapidement reviewé puisqu'il a duré en tout et pour tout 1 minute 30 et il y a le fameux Pump Handle Slam dont on a parlé la semaine dernière de Rick Boogs qui est appliqué à notre ami Dolph Ziggler. 1, 2, 3, victoire de 1 minute 30 de Rick Boogs qui continue à gratter de la guitare et qui continue à être bien over auprès du public, Géliel, non? Bah carrément, carrément. Puis il gagne easy, hein. Il gagne vraiment très très facilement. Bon, il continue à être bien poussé et il est apprécié. Sa gimmick rockstar, musculeux, rigolo, ça passe bien auprès du public. Ziggler en victime expiatoire, ça marche bien aussi pour lui. Il l'a soulevé, il lui a fait des trucs. Il est costaud quand même le Rick Boogs, Ah hein, ouais, au-delà ouais. de la grenouillère, hein, quand même, parce qu'il faut y aller avec le Ziggler quand même. Donc non, le match hyper rapide, ça continue à construire. Voilà, bon, on continue à le construire très fort. Je sais pas trop où est-ce qu'on va l'emmener, mais pour le moment, on continue à le construire très fort. Voilà. Papy? Ouais, ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'est on construit le construit très fort. Il passe par le spécialiste pour lancer les petits nouveaux qui est Ziggler. Où de toute façon, je pense qu'il aura perdu 100% de ses rivalités face à un rookie dans le main roster. Par contre, alors, j'ai vraiment aucune idée d'où ils vont aller là, parce que Boogs, effectivement, est très impressionnant sur ce qu'il montre. Alors, bien sûr, avec des gars comme Ziggler, c'est forcément, ils te le mettent en valeur. Par contre, c'est censé quand même être je sais pas, le valet de Nakamura qui est champion intercontinental. Et donc, c'est le valet qui catch en solo en ce moment. Donc, bah, je sais pas du tout où ils veulent aller là-dessus. En tout cas, lui, ça lui donne un peu de temps d'antenne. C'est pas plus mal. Ça reste une forme de low card finalement. Mais ouais, là, faudra qu'il trouve au bout d'un moment, comment dire, un objectif, ce garçon. Mais bon, en attendant, ça mange pas de pain. Ouais, pour Mais l'instant, surtout, ça. Ouais, vas-y, pardon. j'ai. Surtout en attendant, il catche pas Nakamura. Et oui, c'est pour ça, il est champion intercontinental, mais il faut rien. Hmm. C'est un peu sa gimmick à Nakamura. Ouais, c'est la gimmick depuis qu'il est arrivé. Ouais, il faut rien. Il faut rien, il fait du surf. Ouais. Bon, du coup, ce qui est positif pour Rick Books, c'est qu'il est vachement over auprès du public, que ça fonctionne bien. Moi, Ouais. j'étais étonné, 1 minute 30, presque, c'était même plus qu'anecdotique, quoi. Je vois vraiment pas, là, Dolph Ziggler qui est là pour vendre, hein. De toute façon, les autres, depuis maintenant, ça fait quelques années que ça dure, hein. Et donc, on est habitué, mais bon, Dolph Ziggler, on sait qu'il est capable de tenir sur un match entre les cordes, de faire un truc hyper bien tout en perdant, hein, voilà. Pourquoi ce truc de 1 minute 30? Bon, c'était vraiment Ouais, mais sans aucun est-ce que intérêt. Book est capable de faire un match de 5 minutes Ah, moi, je c'est pense même... que oui. Moi, je pense que oui. Mais écoute, alors il a expliqué il- que dans les infos que j'ai lues cette semaine, il avait expliqué par exemple qu'il n'avait pas touché de guitare depuis 15 ans. Et c'est quand il a expliqué à la WWE pendant ses try-outs et puis son passage à NXT au Performance Center que c'est à ce moment-là qu'il s'est remis à la guitare, quoi. C'était l'info qui servait à rien, mais que je donne quand même. Non, mais il a peut-être fait plus de guitare que de catch, hein, en Performance Center, parce que j'ai pas souvenir de le voir à la revue catcher NXT. Alors, il a peut-être fait 2-3 trucs peut-être à 205 ou des merdes comme ça, mais j'ai pas le sentiment. Ça bouille, je l'avais déjà vu, ça bouille, parce qu'il y a quand même une tête assez genre, impayable. Par contre, en catch, j'ai aucun souvenir de lui en catch chez les jeunes, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai un doute sur le fait qu'il sache faire des longs matchs pour le moment. En tout cas, en solo, quoi. Donc, à voir. Et par contre, oui, sa gimmick marche bien. Et je me demande d'ailleurs, c'est pas pour ça qu'il vire la guitare à Elias, en fait. C'est pour avoir un mec bah, qui reprend un peu finalement une espèce de bout de gimmick d'Elias avec son annonce avec son nom, puis les 3 accords de guitare derrière, quoi. Ouais, allez, on reprend backstage, hein, et on va avoir la dernière information qui va boucler la boucle concernant Bianca et Becky.
puisque Becky Lynch va croiser Sonya Deville et Adam Pearce, et elle va être informée que Bianca Belair a activé sa clause de rematch, puisque apparemment les clauses de rematch ça marche bien quand même, hein, encore. Et ça aura lieu à Extreme Rules, et la signature de contrat se fera la semaine prochaine, messieurs. Becky Lynch, Bianca Belair, acté pour Extreme Rules, ça va être bien, je suis sûr. On en reparlera. Toujours dans la Gorilla Position, on aura Kayla Braxton qui va croiser Seth Rollins, qui va lui demander pourquoi apparemment il va avoir un nouveau match avec Cesaro, et c'est vrai que cette année en 2021 ils se seront croisés à quelques occasions, et il nous explique qu'il a regardé plusieurs fois son match contre Edge à SummerSlam et qu'il a compris pourquoi il avait perdu, donc là il va utiliser tous ses enseignements, et il va utiliser ça aux dépens évidemment de son ennemi suisse de l'année. Du coup, on a un single match entre Cesaro et Seth Rollins qui va durer presque 10 minutes, 9 minutes 40. Alors les mecs nous sortent un bon match quoi, sur des bases de 10 minutes dans un SmackDown. C'est plutôt pas désagréable, même si c'est une redite, et ils nous envoient un truc plutôt sympa. Cesaro il va pourchasser Seth Rollins hors du ring à un moment là, et là on sent une sorte de bascule finalement avec Seth Rollins là, qui est un peu le retour, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, peut-être un peu le retour du Slayer, en tout cas sur l'instant de ce que je me souviens de ce SmackDown. C'était un peu la sensation que j'avais, et d'ailleurs il va finir par prendre une chaise et frapper son pauvre petit Suisse avec, quoi, pour causer la disqualification. Donc un match au bout de 10 minutes mais qui se termine par une DQ, victoire de Cesaro. Il va remettre Cesaro sur le ring d'ailleurs en prenant une deuxième chaise, et il va vouloir réaliser son truc, son espèce de curse stomp avec les chaises, quoi. Mais Edge va débarquer et va faire fuir Seth Rollins. Mon ami Papy, Cesaro Seth Rollins, tu en reprends à chaque fois avec plaisir, ou c'était un peu too much là? Alors, j'en prends avec plaisir et je vais profiter de ma meilleure mémoire que toi pour combler un peu tes trous. Parce Ouais. qu'en fait, le match est fini, le séquence finit pas comme ça. En fait, c'est pas le cœur sombre qui fait. Il prend le barreau de chaise comme Edge et il le Ah fout dans la oui, bouche ah de oui. Cesaro pour la soumission. Et en fait, Ah mais oui. c'est ce qu'il aura fait pendant tout le match, parce que c'est une redite de leurs affrontements précédents entre Rollins et Cesaro. Sauf que Rollins, il a piqué tout le moveset de Edge. Et il lui fait le Execution, le Edge 14, je sais plus quoi. Et il nous sort quasiment toutes les prises de Edge. Alors, sauf le spear, j'attendais le spear à la fin, mais il l'a pas sorti. Et il finit donc par la soumission avec le barreau de chaise dans la bouche de Cesaro. Et c'est ce qui fait sortir Edge finalement. Alors que Edge et Rollins avaient tous les deux dit qu'ils avaient fait passer autre chose. Manifestement, Rollins est toujours sur l'histoire de Edge. Et donc, il lui a fait 40 clins d'œil pendant le combat. Et le finish en est l'ultime. Mais bon match. Et voilà, une redite, mais en même temps, qui faisait à la fois des rappels leurs anciens matchs, parce qu'il y a eu beaucoup de contres, et à la fois des clins d'œil à Edge. Donc, en même temps, les deux gars, c'est des méga pros. Là, ils se sont fait plaisir. Ouais, bien joué Papy, voilà, ça m'apprendra à pas prendre de notes, quoi. Mais c'est vrai que c'était tout à fait ça, j'ai complètement zappé le rappel de et surtout le barreau, nom d'un chien, comment j'ai pu oublier le barreau? Toi Géliel, tu l'avais pas oublié le barreau? Non, je l'avais bien vu effectivement le barreau à la toute fin. Moi, j'ai trouvé le match très très sympa. Les deux sont physiquement au top, techniquement au top. En plus, cette capacité de Rollins à aller mimer ou aller rajouter un petit côté psychologique en allant piquer les moves, enfin voilà, de Edge pour s'intégrer dans le fait qu'il passe une étape de tout ce qu'il avait dit précédemment, où il avait changé, qu'il allait intégrer des éléments de ce qu'il avait compris dans le match, etc. Et du coup, il le fait, il y a des moves. Alors, c'est assez simple dans l'exécution, mais n'empêche que ça amène une dimension psychologique super sympa qu'en plus Rollins il arrive à rendre super bien avec sa tête un peu de fou par moment. Non, le truc est super sympa. Vas-y, pardon. Ouais, juste pour te dire, et en fait, on sait que l'affaire est pas à lâcher, puisqu'il y aura un segment très vite backstage avec Edge Avec qui Edge. justement elle va être là et qui va expliquer que Seth Rollins et lui, ils sont pareils, quoi. Il sait que la défaite contre lui, ça le ronge, le Seth Rollins, quoi. Et du coup, il va le défier la semaine prochaine, donc en lui disant, je sais plus, que tu vas plus être le même homme, un truc comme ça. Mais donc ça veut dire que c'est pas fini cette affaire Géliel là, Edge Rollins là, et qu'on va peut-être avoir un match la semaine prochaine, et certainement un truc qui va se régler à Extreme Rules, je crois, non? Ouais, mais moi tant que Edge est capable de délivrer de la bonne marchandise sur des matchs qui tiennent la route 10-15 minutes, allons-y quoi. Allons-y, franchement, allons-y quoi. Et vraiment
Seth Rollins sur l'intégration de cet aspect psychologique, je trouve que c'est vraiment un des tout bons, quoi. Il est vraiment fort sur cet aspect-là, quoi. Moi, j'aime beaucoup, quoi. Papy sur Edge, ouais. Ouais, j'allais dire, on aura peut-être un vrai match en fait la semaine prochaine. Parce que c'est au Madison Square Garden. Là, je l'ai vu complètement Ça botché a le été nom. beaucoup teasé, ça, ouais, effectivement. Madison Square Garden. Et donc là, on a déjà l'annonce de la signature de contrat pour les filles, le Edge versus Rollins. Moi, je me demande si on peut nous sortir un gros show là-bas. Ah, mais il va y avoir un énorme show, ouais, non, mais c'est clair. Ils Et donc, annoncent du coup, je me demande si on n'aura pas un vrai match entre Rollins et Edge, genre main event de 15 minutes, toujours sais rien. Enfin, je serais pas étonné qu'ils fassent un gros match. Tu vois, parce qu'effectivement, au début, je m'étais dit, bah tiens, ils vont faire un faux match et puis revanche à Extreme Rules. Là, je me dis, c'est Madison Square Garden. Ils vont peut-être justement envoyer la grosse patte entre les deux, quoi. Ah ouais, non, mais là, je pense que de toute façon, le show de la semaine prochaine est à ne pas rater parce que effectivement, il va y avoir une énorme carte. En parlant de énormes cartes, bah, ceux qui sont le plus énormes, c'est la loge tribale. Hein, c'est eux qui ont la plus belle loge, la loge VIP, et où il y a Paul Heyman qui est avec Roman Reigns et qui lui explique qu'il y a un problème. Pour Reigns, il n'y a pas de problème. Ce soir, il va battre Finn Balor et il va continuer tranquillou son règne sur SmackDown qui a dépassé son année. Et Paul Heyman, il lui dit que le problème vient pas de son adversaire du soir, mais bien de Brock Lesnar. Pour Roman Reigns, il reste complètement posé, il n'y a pas de problème puisqu'il va le battre et puis dès qu'il le verra, quoi. Mais Paul Heyman, justement, il lui dit que tiens, on parlait du Madison Square Garden, que Brock Lesnar sera là la semaine prochaine, messieurs. Alors perplexe quand même notre ami Roman Reigns. Il se demande un peu comment il peut savoir qu'il sera là la semaine prochaine et qu'il n'est pas là cette semaine. Mais comment fait-il? Comment fait Paul Heyman, les gars? C'est quoi le truc de Paul Heyman? Mais vous avez parlé du segment au début avec. Oui. Ouais. Voilà, l'opener, okay, ouais. Donc vas-y, Géliel, justement, vas-y. Il avait la même sonnerie que j'avais pendant un moment aussi. Non, effectivement, moi ça m'a fait marrer encore de voir Reigns tout en détachement, en disant oui, on a un problème avec avec Brock Lesnar, et puis Reigns qui fait pas du tout, non, toi éventuellement t'as un problème, mais moi j'ai pas du tout de problème avec Brock Lesnar. Non, le moment était sympa. Reigns toujours dans sa construction de personnage. Moi j'aime bien. Moi je trouve que Reigns, je trouve qu'il a vraiment la gimmick du psychopathe complet maintenant. C'est le mec, comme tu dis, il est tout calme quand tu lui parles de Brock Lesnar en disant non, moi je ne sais pas tout et tout. Et puis d'un coup, quand tu t'annonces qu'il est là la semaine prochaine et puis qu'il commence à psychoter en disant mais ça se trouve, aujourd'hui, tu as l'impression qu'il est, il est au bord d'exploser là. Donc en 2 secondes, il passe du mec ultra détendu au mec complètement taré. Et là, il a vraiment la gimmick du psychopathe complet. Roman Reigns, ça veut dire plusieurs semaines. C'est de pire en pire. Déjà au début, c'est un peu ça avec ses je vous aime bien et puis je vous tabasse. La semaine dernière, c'était un peu ça aussi avec ses Paul Heyman, tu vas parler de la famille, tout ça. Et puis, c'est ça, c'est le mec, il est gentil et en un quart de seconde, il peut devenir un tueur en série comme pas possible. Ouais, c'est un psychopathe. Mais alors, t'as ça en mode un peu contrôlé, mais qui du coup ça correspond à le personnage, ou alors au contraire de se dire c'est en train de devenir quelque chose d'autre, tu vois. Et peut-être que ça l'amène vers un truc où il arriverait plus à se contrôler, ou donc la construction on sait jamais si c'est fait exprès ou pas avec les bookers, mais ça peut à la fois partir vers quelque chose d'incontrôlable où il effectivement, comme tu dis, il devient complètement dingo en fait, et ou alors il affirme chaque semaine un peu plus son côté fort. Parce que là t'as raison, enfin on sait pas trop comment ça bascule, quoi. C'est un peu tendancieux, quoi. On va y revenir de toute façon à la tête de la table parce que elle sera bien présente dans ce main event. Et là, c'est l'heure du KO Show, messieurs. Alors, s'il vous plaît, mettez une cravate. Okay. On s'habille. Voilà, un peu de décence. Hein. Alors, l'invité de ce soir, c'est un nouveau riche. C'est Happy Corbin. Voilà, c'est l'invité du KO Show. Et à la tête de à la tête de Kevin Owens, qui fait d'ailleurs un espèce de petit, je sais pas si vous avez remarqué, il présente Happy Corbin. En fait, il dit Corbin, et puis il recommence, il dit Happy Corbin. La musique démarre et il fait un I know. Un peu sec, au public. il s'adresse au public, je pense aussi, quoi. Hein, oui.
Oui, J'ai- enfin, je sais. Ouais, je sais, ouais. Donc, et du coup, Happy Corbin, il arrive, lui, là, il est dans sa gimmick à fond, hein, costard, chapeau, la totale, quoi, heureux d'être là. Il dit que Kevin Owens lui a réservé une petite surprise et il va avoir l'occasion de rembourser un prêt qui lui a été fait à SummerSlam en faisant venir qui ça, Logan Paul, qui s'était donc déjà fait grassement pourrir la dernière fois et qui va recommencer à se faire pourrir. Je crois qu'on en avait longuement parlé à l'antenne déjà. Je sais pas Ouais. si c'était tous les trois ou je Moi, j'en sais avais plus. parlé, ouais, je me souviens. Ouais. Et donc, oui, d'ailleurs, Papy, je crois même que tu nous avais fait un peu présenter le CV de ce Logan Paul à cette occasion. Et, Brave homme. et ouais, quel bel homme. Et ouais, tu expliques que les deux hommes qui ont des points communs. Géliel aussi, je crois, avait une bonne Ouais, il me connaissance semble de l'animal Ouais, Logan Paul, il me on semble. était tous les trois, ouais, il me semble. C'est pas toi on- qui on- nous a parlé d'une histoire de cadavres, de choses comme ça? Ouais, on en avait parlé effectivement avec Papy, ouais, exactement. au Japon, hein, Au Japon. c'est un génie, hein, Logan Paul. Hein. Ouais, j'ai encore un peu de mémoire, ça va quoi, ça va. Et du coup, Owens, il nous explique que les deux gars, ils ont des points communs, hein, parce qu'ils ont eu chacun une des plus, comment ils vont dire qu'ici, nous avons une des plus grosses merdes égocentriques et égoïstes qui s'amènent là, et qui a rien à foutre là. Et puis il y a Happy Corbin. Logan Paul, il va vouloir donner de l'argent à Owens pour qu'il parle un peu mieux, quoi, mais le Québécois, il va refuser. Il va lui demander de dégager du ring et de plus jamais revenir à la WWE. Du coup, baston. Il y a une bagarre qui éclate entre les deux hommes que va rejoindre Happy Corbin avec un chokeslam sur Kevin Owens. Le salaud. Oh. Cet homme est un salaud, papy. Ah oui, c'est ça, salaud. Et on en parlait justement la fois dernière du fait qu'ils avaient, pour une raison qui m'échappe, totalement mal géré le retour de Logan Paul, alors qu'on savait qu'il allait se faire siffler. Là, par contre, c'était parfait. Là, tu le fous avec Corbin, alors là, les deux têtes à claque Ah ensemble. ouais. Non, je suis En plus, d'accord. avec Kevin Owens, qui est la voix du peuple et qui représente parfaitement le public, tu l'as dit, quand Corbin arrive, il parle au public en disant, et c'est volontaire, hein, en disant, non, mais moi aussi, je ne peux pas le supporter. Je suis avec vous, les gars. Logan Paul, il le pourrit comme pas possible, la petite frappe, là, en lui disant que tous les points qu'il a pour lui, comme le public le méprise. Et c'est exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire deux mecs détestables face à la voix du public, et puis à la fin, les deux mecs prennent le dessus en trichant. C'est parfait. Alors là, face contre heel, ça, c'est vieux comme le monde, et ça marche parfaitement quand c'est fait comme ça. Géliel. Pareil. L'espèce de hit qui se prend le Logan Paul. Oh là, quand même. Déjà que Corbin c'est quelque chose, mais alors quand l'autre débarque, c'est encore le niveau du dessus. Et effectivement, le segment est sympa là. On sent que, enfin les deux, effectivement, les têtes à claque, là, insupportables, que ce soit Corbin ou l'autre, t'as envie de les gifler tous les deux. Et qui viennent taper ce bon Kevin Owens, ce bon KO là, ça marche à tous les coups. Ça, à tous les coups, ça marche. Et ça, enfin, on a tous envie de taper sur Corbin et Paul, ça sans hésitation quoi. Ouais, ça marchait bien. Ouais. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Moi, je reste toujours un peu tristounet du positionnement de Kevin Owens dans la carte à SmackDown, mais le show est tellement énorme. Il y a tellement de star power à SmackDown qu'il faut placer tout le monde et c'est un peu compliqué. Et donc, bon, même si ça va être sympa, ouais, effectivement, cette rivalité au final, elle va être sympa. Je pense qu'ils vont en sortir un truc bien avec Kevin Owens, ça peut être que sympa. Mais bon, j'espère le voir ailleurs. Et quand on parle de Kevin Owens, il y en a un qui est jamais très loin, c'est en l'occurrence Sami Zayn. Et on nous refait une redite encore, hein. On nous remontre, hein, comme dirait l'autre. Sami Zayn qui va affronter à nouveau Dominic Mysterio pour à nouveau un match, je crois, encore plus rapide que celui de la semaine dernière, puisque cela ne va durer que 2 minutes. Et voilà, et le pire, c'est qu'en plus, Dominique va être un peu distrait par papa, hein, qui est venu encourager le fiston sur la rampe, mais du coup, il va un peu tarder à entrer sur le ring et il va pas voir Sami Zayn qui va débarquer, qui s'est terminé un suicide dive quand même, mais qui va lui exécuter un bon Helluva Kick pour la victoire. 1, 2, 3, victoire clean, nette et sans bavure de Sami Zayn, Géliel, quoi. Donc, à quoi servent ces matchs? Ouais, je sais pas trop. Il lui avait fait la même chose. Il avait également gagné la semaine dernière, Zayn. À part pour faire évoluer la possible feud entre papa et Dominique, mais là c'était un peu moins flagrant que les autres fois. Donc ça fait même pas avancer cet arc-là. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, après c'était tellement court que c'est difficile d'apprécier quoi que ce soit là-dedans, hein, de toute manière.
Ouais, un peu sur ma faim là sur ce truc-là. Papy. Ouais, je pense effectivement ça fait pas avancer le truc, mais ça permet de faire des rappels pour les semaines suivantes quand ça avancera vraiment en fait. Là, ils sont partis sur une histoire qui a duré un peu, et donc du coup, bah toutes les semaines, tu as forcément le petit truc de rappel. Alors à la limite, c'est entre ça ou un package vidéo, à la limite, je préfère encore un vrai match de catch, c'est toujours ça de plus pour le public plutôt que de regarder un grand écran. Et puis ouais, la tension continue parce que c'est Ray qui fait perdre Dominique. Là, c'est vraiment Dominique qui est tout seul dans le ring là depuis quelques semaines. C'est peut-être pas plus mal pour lui aussi. Parce que je sais pas s'ils ont démarré les house shows à la WWE. Mais du coup, si jamais c'est le cas, peut-être qu'ils catchent aussi en house show. Enfin, là, c'est bien pour lui. Il est en train de prendre l'expérience à vitesse grand V en plus avec un spécialiste comme Zayn. C'est du gâteau, quoi. C'est un peu comme Owens, ça sent. Hein. Owens, on lui fout Logan Paul parce qu'on sait qu'un mec comme Owens, il va te le gérer de manière nickel. Et c'est pareil pour Zayn, tu lui fous un débutant avec lui, puis il va te le gérer de manière nickel. Et je pense, enfin, là, ce segment-là, c'était juste pour moi un rappel. C'est pour dire attention, cette histoire existe et elle n'est pas là pour passer une étape, mais le jour où on aura passé l'étape, ça fera plusieurs semaines que ça dure, quoi. Ouais, je suis d'accord et en même temps que tu disais ça, je me faisais la réflexion. C'est souvent qu'on est assez un peu déçu sur des trucs qui se bullent pas, qui débarquent de l'espace, etc., etc. Là, finalement, en 2 minutes, ça continue. Donc le truc se construit petit à petit, ça tombe pas justement. C'est un truc qui est là depuis un petit moment, donc on a un truc solide finalement et c'est finalement peut-être pas plus mal. Je suis d'accord. Allez, du coup, on retourne en coulisses. On aura un dernier petit truc avec Naomi qui va se faire. Alors, la semaine dernière, elle était venue demander un match. Elle s'était un peu envoyé bouler. Elle est venue redemander la même chose. Elle s'est à nouveau fait envoyer bouler par Sonia Deville. Next. Il y aura Kayla Braxton qui va essayer de poser une question désespérément à Finn Balor pour lui demander ce qui serait passé s'il s'était pas blessé il y a 5 ans. Il va pas lui répondre, merci Finn Balor, qui va aller directement faire son entrée. Mais ça va mal se passer, ça va très 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 mal se passer son entrée pour l'Irlandais parce qu'il va se faire direct attaquer par Jay et Jimmy Uso. Donc d'entrée, ça bastonne. Angelo Dawkins et Montez Ford vont venir à la rescousse pour faire fuir un peu quand même les salopards de jumeaux. Roman Reigns là-dessus va faire son entrée triomphale comme à son habitude avec Paul Heyman. Finn Balor, il est toujours un parterre à ce moment-là. On fait les entrées, etc. pour présenter le main event de la soirée, le WWE Universal Championship, Roman Reigns versus Finn Balor, et c'est parti. Et c'est parti pour un vrai bon match, puisqu'on aura pas loin de 12 minutes pour un main event de SmackDown. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça va vraiment donner à fond. Est-ce que je vais oser jusqu'à dire que Finn Balor a donné espoir au WWE Universe pendant ce match? Tiens, allez, je vais commencer par ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé, ça? Est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous êtes rentré dans ce match en vous disant ouais, c'est plié? Ou est-ce que vous vous êtes dit non, il y a de l'espoir? Géliel. Alors, je vais me la jouer public de base. Le match était super bon. Il y a eu des moments où franchement, j'y ai cru. Enfin, où j'aurais aimé y croire en tout cas. Enfin, j'y ai cru, on va dire, voilà. Dans le déroulé du match, c'était très sympa. Il y a des moments où j'y ai cru. Maintenant, pragmatiquement, en weekly, voilà, un match comme ça, enfin, moi je me souviens pas qu'il y en ait eu mais vous certainement, qu'il y a eu des changements de ceinture sur du weekly. Mais sinon, le match en tant que tel très bon. Baylor, je suis grand fan. Et puis il y a eu des moments où c'était quand même très tendu, malgré le début finalement bien pourri par les Usos. Et puis surtout la fin, quoi. Ah, moi la fin, je suis over hypé, quoi. On parlera peut-être après, mais voilà. Papy, du coup, toi, t'étais Ouais, pareil. juste pour, je vais le faire rapide, puis je te laisserai dérouler un peu le match et la fin. Moi, j'étais aucun espoir pour Finn Balor avant le match, et pourtant, avec le match, ils m'ont emmené. Voilà. Ah. Alors du coup, il va nous emmener loin parce que Finn Balor, en fait, une fois qu'il va être remonté sur le ring, ça va plus du tout être la même limonade. Le mec va reprendre du poil de la bête et va mener une farouche résistance contre la tête de la table, qui s'y attend, qui a même d'ailleurs dans ses yeux par moment il y a un peu de surprise, quoi. On sent que ah ouais, c'est à ce point-là, quoi. Donc l'autre donne chèrement sa peau et va aller super loin puisque il va réussir après quelques signatures moves à l'emmener carrément sur un coup de grâce.
où j'avoue que moi, j'ai un peu sursauté. Parce que je me suis dit, putain, la vache, le coup de grâce, il n'y a pas beaucoup quand même qui s'en relèvent dans la carrière de Finn Balor. Là-dessus, quoi, c'est un coup quand même qui est bien nommé et il va pas réussir, pas à faire un gros near fall, pas de tomber sur Roman Reigns. Celui-là va se relever et là, il va choper sur une série de coups de coude là, qui est accompagné d'ailleurs par le public. C'est assez marrant quoi, parce que le public en fait accompagne les coups de coude quoi dorénavant quoi. Et maintenant, on connaît quasiment la routine du truc, quoi, et que quand il termine sur une série comme ça de coups de coude, derrière, c'est la guillotine et ça n'échappe pas au truc. Il va attraper le Finn Balor et il va lui coller une énième guillotine. Il gagne un énième match par sa guillotine, quoi. Et il va faire perdre connaissance à Finn Balor. Et alors qu'il va quitter le ring, la lumière va devenir tout à coup toute rouge et un battement de cœur va se faire entendre. Alors, est-ce que c'est le démon Finn Balor qui se réveille, papy? Ah oui, moi et ce qui est drôle en fait, parce qu'en fait, t'as la lumière qui est rouge, t'as le battement de cœur, ça dure quoi? Ça dure 1 seconde. T'as Roman qui se retourne en disant qu'est-ce qui s'est passé là? Et puis comme ça s'arrête, bah, il continue son chemin, mais tu sais, un peu interloqué en disant oula, j'ai dû rêver. Et on en parlait tout à l'heure de petites touches là qui permettent de monter une histoire petit à petit. Et ben ça, je pense que c'est une bonne petite touche de hop, une petite piste pour l'avenir là, le petit battement de cœur de Finn. J'ai plein de choses à dire sur ce match-là en fait parce que effectivement le coup de grâce là, Roman Reigns il se relève pas à 2, il se relève à 2,99 parce que déjà le coup de grâce t'as un doute sur le fait que ça soit un finisher. À la limite je suis c'est bon il va se relever puis d'un coup tu dis mais non il bouge pas ce con il bouge pas puis hop il se relève aux dernières dixièmes de seconde. En plus, il se relève, il nous ressort le célèbre coup qui est fait au début de son passage heel en mettant le bras qui est dans les burnes de Finn Balor, ce qui justement justifie derrière le finish. En fait, il gagne Oui. en trichant. Enfin, et voilà, donc c'est et la violence derrière les coups de poing, le truc. Effectivement, le public qui accompagne un peu Reigns, il est encore un peu soutenu, et de l'autre côté, Balor, il n'est pas encore totalement soutenu. Hein. Quand la semaine dernière, déjà, j'ai trouvé qu'il était entré dans la salle, c'était silence de mort. Là, c'est pareil, dans son entrée, je trouve pas méga soutenu. Kayla Braxton, on disait, s'il regrettait pas ce qui s'était passé il y a 5 ans, effectivement, entre son entrée dans le main roster et maintenant, il a perdu énormément de pop. Le passage d'NXT, je suis pas sûr que ça lui ait été méga utile parce que je suis pas sûr que les gens qui regardent le main roster regardent NXT, ou du moins peut-être une petite minorité. Et donc, du coup, bah, là, ils ont besoin de le reconstruire. Et puis, bah, finalement, l'histoire qu'ils font entre le se faire piquer sa place par Cena, être super vaillant, se faire attaquer par les Usos, là, la petite piste du retour du Demon King, je pense que ça va faire beaucoup, beaucoup de bien à Finn Balor pour se reconstruire un personnage et se reconstruire de la pop. Et bah, j'espère pour lui que ça va le faire. Et puis, bah, je suis impatient de voir la suite pour lui. Génial. Exactement pareil. Hein. Le match, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Et on pense vraiment que, voilà, hein, comme je disais, j'étais un peu tôt dans l'analyse, mais que ça peut passer. Même si j'avais toujours ce doute-là sur le fait de, voilà, en weekly. Sur le low blow, ça aussi, que Roman Reigns il soit obligé de sortir ça pour s'en dépatouiller, c'est pas mal. Et puis le fait derrière qu'il y ait un rappel au Demon juste après un match compliqué pour Roman Reigns, avec donc la version Demon qui n'a jamais perdu de Finn Balor, qui est l'espèce de transformation Super Saiyan de Finn Balor. Ça montre que voilà, ça va être compliqué pour Roman Reigns. Ça pourrait même être le début de quelque chose d'un peu plus compliqué, voire la perte de ceinture. On en parlait tout à l'heure sur le fait qu'il devenait un peu vraiment dingo. Bah, ça peut être aussi le fait de casser cette dynamique en lui faisant perdre le titre, où il arriverait à une espèce de climax dans son jeu de heel. Et voilà, il perdrait au sommet de la héilitude, où il commence du coup à perdre un peu les pédales en termes de catch. Il perdrait sa ceinture. Moi, je trouve que ça s'écrit pas mal. En plus, ça me ferait super plaisir de voir de revoir le Demon et voir Finn Balor gagner. Donc, je suis ultra hypé, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, que du bonheur. C'est formidable, Ouais. c'est le monde merveilleux du show bleu. Alors, bah, messieurs, justement, ça tombe bien, quoi. Il va être temps de le noter, de le flopper et de le topper, ce show bleu. Alors, allez, on commence par le retardataire. On commence par Géliel.
Alors, mon top à ce main event, franchement. Et puis, si le top sur le top, c'est vraiment d'avoir eu cette seconde d'aperçu du démon, parce que vraiment, j'aime beaucoup, donc top. J'avais la partie Logan Paul que j'avais comment ça s'appelle? Que j'avais en flop, parce que je les aime vraiment pas. Au cours de la review, en discutant avec vous sur le fait qu'il puisse se construire quelque chose, alors il faudrait quand même mettre quelqu'un avec Kevin Owens, parce que si on part sur un match à handicap, là, ça va quand même pas être très très intéressant. Donc je vais quand même le maintenir sur Logan Paul parce que je peux pas le blairer. Mais si ça nous amène vers un truc sympa avec en tag team avec Corbin, Logan Paul et puis Kevin Owens plus quelqu'un d'autre, bah, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis la note, bah, j'ai trouvé ça sympa, j'ai passé vraiment un bon moment. Il se regarde tout seul, hein, ce truc, donc je vais pas aller en dessous de 3. 3,25, voilà. Allez, 3,25. Papy. Tan. Tintin. Alors, le flop, je vais le donner. Alors, il n'y a pas grand-chose qui m'a déplu. C'est rien qui m'a déplu dans ce show-là. Il y a des trucs qui m'ont un peu moins intéressé que d'autres, donc je vais donner mon flop à Rick Boogs et son match contre Ziggler. Et aussi parce que Nakamura fout rien en ce moment. Donc, à la limite, j'aurais peut-être me le donner à cette feignasse de Nakamura qui fout rien. Et non, c'est surtout parce que ouais, c'est un petit peu mou et c'est franchement parmi toutes les histoires là, parce qu'on en a parlé, il y a un nombre incalculable d'histoires là dans ce SmackDown, c'est celle qui m'intéresse moins pour l'instant parce que j'arrive même pas à me projeter en fait. Autant même les deux mystérieux, je me dis peut-être que ils vont s'affronter l'un l'autre. Logan Paul et OS, je me dis ah tiens le babyface contre les heels. Enfin, mais alors Boogs et Nakamura, Rick Boogs et puis l'autre surfeur là. Ouais, ça me passionne pas des masses pour l'instant. Euh, mon top, alors je voulais te donner aussi au main event, mais bon, on va essayer de varier un peu les plaisirs. Et comme on a eu beaucoup de bons matchs hein, dans ce SmackDown, et donc je vais le donner sur un autre bon match, le Cesaro Rollins. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas donné un top à Cesaro, donc je vais lui en donner un, justement pour l'intelligence d'avoir et fait des rappels à leur rivalité entre eux et fait des rappels à la rivalité avec Edge. Là, j'ai trouvé ça très, très super bien rodé et très intelligent de leur part, la manière de raconter l'histoire. Donc, bon point pour eux. Ma note, bon, c'est pareil. Moi, ils se regardent tout seuls, les SmackDown en ce moment. Il y a des histoires de partout. Là, on en a parlé, toutes les pistes qu'ils ont lancées. On a aussi, alors, rien, mais il y a aussi un mini segment avec Carmella et comment elle s'appelle? C'est Et vrai. Liv Morgan qui l'a regardé. Ah oui, ouais, oui, Rien, c'est mais en vrai. fait, ils en lancent de partout. Ils lancent des pistes de partout, des histoires de partout. Tu as des histoires de tous les personnages quasiment. Et c'est marrant parce que tu vois, à chaque fois qu'on regarde, alors un peu moins ces derniers temps, mais souvent quand on regarde des rondes, bon, vivement que celui-là il parte à SmackDown pour qu'ils puissent avancer, avoir des nouvelles histoires et tout. Tandis que moi, toutes les histoires à SmackDown, je me dis, j'espère qu'ils vont rester à SmackDown pour raconter la fin de leur histoire. Quoi. Tu vois, c'est tellement il y a d'histoires qui sont lancées. Moi, les mystérieux, j'ai envie de voir la fin de leur histoire. Roman Reigns, bien sûr. Et les films, c'est pareil. Quoi. Il y a des histoires lancées de partout. J'ai envie de voir la fin. Et donc, ça se regarde vraiment tout seul, ce SmackDown. Donc, je vais donner encore une bonne note comme la semaine dernière. Je vais donner un 3,5. Ouais, belle note à nouveau. On reste dans des bons standards à SmackDown, comme souvent à catch-up, mais c'est à peu près général de toute manière quand même. Hein. C'est le A-Show, quoi. Voilà, il n'y a pas d'histoire. Hein. C'est le show bleu, c'est dorénavant, c'est la locomotive de la WWE, quoi. Fou. De toute façon, le Star Power se déroule sous nos yeux chaque Qualité semaine. d'écriture, C'est hein. quand même hallucinant. Ouais, 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 ouais. C'est quand même assez incroyable, quoi. Eh ben, écoutez, après tout ça. Moi, mon flop, je vais le faire un peu en mode cahier du 4, je vais le faire un peu en mode grognon. J'ai un peu grogné tout à l'heure déjà là, à ce propos, je vais recommencer à grogner. C'est sur le positionnement de Kevin Owens dans la carte, quoi. C'est un peu dommage. C'est vraiment un catcheur que j'affectionne particulièrement. Et j'aimerais le voir dans d'autres histoires face à d'autres catcheurs qui a un Baron Corbin et un guest comme Logan Paul. Ouais, je sais que cette rivalité sera certainement réussie en grande partie grâce à lui, mais bon, voilà, je suis grognon, quoi. Voilà, je grogne quand je vois ça. Je me dis, j'ai envie de voir Kevin Owens ailleurs, quoi. J'aime tellement ce catcheur, quoi. Donc bon, c'est un peu dommage. Donc c'est comme ça. Et puis le top, je vais pas me faire, je vais pas m'ennuyer beaucoup. Je vais tout simplement faire un gros package avec le fil rouge général de la Bloodline.
qui va nous emmener en fait du début du show au milieu du show jusqu'à la fin du show avec en point d'orgue ce main event avec Finn Balor qui a été un sacré match quoi. Et donc c'est sympa de terminer un SmackDown comme ça avec un bon gros match. Et effectivement le Cesaro Rollins c'était de belle qualité aussi. Donc un peu dommage que ça se termine en DQ, mais bon. C'est un peu pour servir l'histoire pour le retour de Seth Rollins très très méchant et qui donne des coups de chaise. Donc pourquoi pas. Et mais vraiment tout ce truc avec ce finish, ce main event et puis cette probabilité, on peut en parler vite fait après, cette probabilité d'avoir pourquoi pas un Demon King versus Roman Reigns à Extreme Rules par exemple. Alors je vais juste donner ma note vite fait pour vous laisser rebondir là-dessus. Et ma note, ça va être une bonne note, ça va être un 3,5 aussi. Ouais, vas-y, j'y vais pour un 3,5 aussi. C'est comme ça que ça se passe ici. Allez, un 3,5 aussi. Alors, vous en pensez quoi là? Booking concernant Finn Balor et Roman Reigns, ça nous emmène à Extreme Rules, sachant que dans l'équation, il y a Brock Lesnar qui débarque vendredi prochain au Madison Square Garden. Et qu'il y a en optique Crown Jewel dans le mois qui suit Extreme Rules. Ah putain. Fantasy Booking, les amis, Fantasy Booking. Alors, c'est pas Fantasy Booking, c'est plus un souhait. Et ça me fait. Alors, c'est chiant que c'est Crow-Jules qui est derrière. Parce que moi, je trouve qu'Extreme Rules, ça serait trop vite par le Demon King. J'aimerais bien que ça monte un petit peu avec Baylor qui, petit à petit, se fait envers par le démon après s'être fait trop assassiner, trop marcher dessus. Ça me plairait bien qu'il fasse un peu durer le truc en longueur. Par contre, ce qui me fait chier, du coup, c'est que si c'est Crown Jewel derrière, ça me ferait vraiment chier que le retour du démon se fasse à Crown Jewel parce que moi, je ne compte pas regarder ce pay-per-view. Je l'annonce tout de suite. Ne me verrez pas dans la review, je ne regarderai pas Crown Jewel. Je vous invite à pas regarder non plus. Voilà. Ouais, donc moi, j'aimerais bien qu'il fasse ça au pay-per-view, donc après, donc peut-être aux series, un Baylor, et que du coup, pour le Extreme Rules, moi, je me demande, serait pas mal d'avoir Edge Reigns et de tuer l'histoire Reigns, Edge Rollins dès la semaine prochaine. Peut-être ça. Et Lesnar, du coup, tu le gardes pour Crown Jewel à la limite. Hein. Pourquoi pas. C'est un peu dommage, mais ça fait chier Crown Jewel, hein, franchement. Il veut, à la limite, qui rappelle Goldberg. Allez, envoyez-le là-bas, lui, on s'en fout. JL, t'en penses quoi, toi? Moi, je veux absolument pas que Baylor prenne le truc pour le perdre à Crown Jewel. Alors ça, c'est sûr. Alors, peut-être que je le regarderai, je sais pas, mais globalement, les trucs étaient vraiment pas terribles, donc ça donne vraiment pas envie. Je les ai vraiment pas tous regardés déjà. J'aurais vraiment pas envie. Moi, en plus, pour aller dans le sens de ce que dit Papy, je trouve que la construction de, Baylor, il s'est fait passer devant par Edge et puis par Edge. Non, c'était par qui? Par Cena. Oui, par Cena. Oui, pardon. Par Cena, ouais. Il s'est fait passer devant par Cena. Il met des Edge partout. C'est son rêve. Hein. Et rêve, c'est qu'il y ait 10 Edge par SmackDown, quoi. Non, mais il était là. Bon, ça me plaisait, ça m'allait. Mais oui, il s'est fait passer devant par Cena. Du coup, voilà, ça manque un poil d'épaisseur, je trouve, encore. Donc ça me paraît un peu tôt. Je suis d'accord avec Papy. Par contre, effectivement, quand on joue derrière, faut pas. Donc s'ils accélèrent et que ça se fait à Extreme Rules, j'ai peur que ce soit un peu tôt. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait effectivement de Brock Lesnar derrière? Brock Lesnar, s'ils le font revenir pour Crown Jewel, pourquoi pas? Ils le font, je sais pas, jouer contre Goldberg, j'en sais rien, moi, ou côté, je sais pas. Alors c'est SmackDown et Raw, mais je sais pas. En tout cas, ça vient vraiment foutre le dawa parce que les histoires, elles sont bien construites là. On a envie de les suivre et on sait qu'avec Crown Jewel, il va forcément y avoir des événements extérieurs qui vont amener des trucs sans queue ni tête et qui vont faire chier les stories en fait, tout simplement quoi. Donc ça tombe mal, ça tombe vraiment mal. Dans l'absolu, je veux que le Demon arrive, soit bien construit, gagne et prenne ce titre universel à Roman Reigns. Je trouve que ça a vraiment de la gueule. Un peu plus d'épaisseur pour Finn Balor sur quelques semaines supplémentaires, quitte à ce que ce soit un pay-per-view avec, je sais pas moi, une rivalité temporaire où il faut qu'ils se tapent les deux Usos en un seul match éliminatoire, contender, un truc comme ça, j'en sais rien, hein, mais ça peut être aussi ça qui permettrait de pousser jusqu'à un pay-per-view de plus. Pourquoi pas? Mais en finalité, j'aimerais vraiment que Finn Balor, que j'apprécie beaucoup, aille récupérer cette ceinture, quitte à ce qu'il soit encore un peu plus buildé pour in-ring, ça passe. Enfin, in-ring, je trouve que c'est crédible. Dans l'histoire, il en manque peut-être un peu encore pour moi. Voilà.
Ouais, c'est intéressant. Enfin, le Demon King a jamais perdu à la WWE, donc je suis vraiment curieux de voir comment ils vont raconter cette affaire. Et je pense qu'on va extrêmement. Alors, je suis vraiment curieux de ce qui va se passer avec Brock Lesnar la semaine prochaine, parce que je crois pas. Enfin, il va peut-être venir au Madison Square Garden, mais est-ce qu'il va catcher, quoi? Est-ce qu'il va défier un match, ou est-ce que dans quel état d'esprit il va être Brock Lesnar? Ça, c'est toujours le problème avec cet animal-là. Putain, et si ça se trouve, la WWE veut tout simplement que Brock Lesnar soit champion au moment de Crown Jewel. Je sais pas, je me rends pas compte. Je me rends pas compte de cette affaire. Mais je pense que un Roman Reigns doit être largement suivi en Arabie Saoudite et tout ça. Et donc, ça doit pas être étranger aux fans du WWE Universe, tu vois, dans le monde oriental, quoi. Donc ouais, je sais pas, je suis assez partagé là-dessus. Et bah, s'il y en a un qui met fin à l'invincibilité du Demon King et que c'est la tête de la table, de toute façon, ça choquera pas grand monde, quoi, au final. Mais là, ce match de SmackDown, ce main event était vraiment de super bonne qualité. Donc, je me demande ce que ça peut donner justement avec cette arrivée du Demon King là, enfin, ce retour. Ouais, ça peut être bien cool. Ça peut être une belle ambiance cette affaire. Une belle ambiance. Comme Bianca, Becky, vous auriez une petite idée de stipulation là pour Extreme Rules là, comme on est à Extreme Rules là. Ils pourraient faire les deux. Parce que le Edge, moi je pensais au début qu'ils allaient mettre un Edge versus Rollins avec des chaises. Vu, vu comment ça tourne autour, je voyais ça gros comme une maison, puis ils m'ont foutu le doute avec le Madison Square Garden. Et les filles, qu'est-ce qu'elles ont fait, les filles? Elles ont pas fait grand-chose pour l'instant en termes de confrontation. Bah, peut-être un Extreme Rules match tout court pour cacher les limites de Becky. Un truc, tu sais, genre Street Fight ou je sais pas quoi. Bah, les limites de Becky, en tout cas, je vais te dire, elle a l'air en meilleure shape qu'elle n'était avant de partir. Donc, Becky, je pense qu'on va peut-être être un peu surpris finalement parce que. Mais après, il y a du rythme. Tu vois, il y a le rythme des combats. C'est quelque chose que t'as pas si tu combats pas régulièrement. Ouais, quoi. le cardio, ça compte. Moi, je verrais bien un truc, un Street Fight qui, pour le coup, permet de reprendre en faisant des pauses. C'était tout le bordel. Quoi. Puis en plus, pour le coup, ça peut la focaliser en tant que Twinner Hill en trichant, enfin en balançant des coups de kendo stick en veux-tu en voilà. Enfin, elle peut se faire plaisir avec ça. Ouais, et puis de toute façon, chez Becky, quoi qu'il arrive, je pense qu'elle-même sait très bien que les deux vrais athlètes du main roster chez les filles, c'est Charlotte et Bianca, quoi. C'est elles, les deux vrais athlètes de ce roster, quoi. Becky, c'est autre chose, c'est un autre personnage, c'est tu vois, une autre ambiance. Et la quatrième Horsewoman. Là, ouais, pourquoi pas, ouais. Le Bianca versus Charlotte à WrestleMania, là, c'est bon, là, c'est parti. Là, il fait envie celui-là aussi. Oh oui, il fait envie celui-là, quoi. Ça, c'est clair. Ouais. Donc voilà, donc SmackDown, écoutez les gars, comme on enregistre assez tard cette semaine, il aura fait une ambiance presque routinière pour SmackDown. Ils sont numéro 2 sur la tranche des 18-49. Ils font plus de 2 millions, 2 147 000. Alors ils sont un petit peu en baisse, mais rien de bien méchant, quoi. Et mais ils maintiennent le navire toujours largement au-dessus des 2 millions. Et cette petite entreprise ne connaît pas la crise, non? Sans Cena, sans Lesnar, enfin ils sont comme bien, hein, de 2 millions 2 millions 100, plus de 2 millions 100 avec finalement juste quasiment leur roster habituel, ils sont pas trop mal, quoi. Ouais, il y a juste Becky qui revient et qui fait la pop, quoi, mais mais je suis pas sûr qu'elle ramène tant de viewers que ça, Becky. Moi, je pense qu'elle fait du bien dans les salles, mais par contre, est-ce que les gens vont allumer la télé pour regarder Becky Lynch? Je suis pas certain. Je pense que c'est d'abord Brock Lesnar qui va faire allumer les télés au Madison Square Garden, tu vois. Si je prends une mauvaise audience là-dessus, c'est que je comprendrais pas. Mais là, Madison Square Garden plus Brock Lesnar plus un Edge versus Rollins annoncé à l'avance, là, merde, il y a intérêt à des viewers. Et d'ailleurs, pourquoi finalement on mettrait pas un adversaire de transition un peu à Brock Lesnar avant de lui mettre Roman Reigns? Qu'il y a une espèce d'empêchement, vous voyez, une espèce de problème qui fasse que dans un premier temps, Brock Lesnar puisse pas s'occuper tout de suite de Roman Reigns, quoi. Il faut Baylor dans les pattes. Avec Baylor, il s'était affronté au Survivor Series. Ça avait donné un match 4 secondes, monstrueux. Non, pas celui-là. Non, c'était pas celui-là. C'était au Series ou c'était au Rumble? J'ai un doute. Ah non, c'était au Series. C'était au Series.
Ah non, c'était Ah contre ouais. Ricochet, pardon. Ah ouais, non, ça c'était Ricochet, contre aucun rapport. Ricochet, ouais. Ricochet, attends, oh, 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 oh. Ouais, c'était contre Ricochet, mais c'était au Madison. Non, c'était pas en Arabie Saoudite contre Ricochet? C'était pas Je une pense conne que co Ricochet, c'est en Ouais, Arabie c'est ça, Saoudite. c'est ça. mais Le ouais, pauvre, mais oh le le cadeau, pauvre, oh quoi. le pauvre. Ah ouais, tu m'étonnes, ouais, putain, comment t'es trop gâté Il là, doit comment encore y t'es avoir sa fierté là-bas quelque part dans le sable, je crois. Un pauvre oh là là, Ricochet. le pauvre Ricochet là, je Quel m'en pic de souviens, sa carrière, la c'est dingue. WWE, quoi. 4 Non, secondes non, de star le d'Arabie match Saoudite. entre Lesnar et Finn Balor avait été un gros combat entre les deux, quoi. Ouais, j'ai confondu. Et Finn Balor avait été totalement crédible dans ce match et vraiment, non, ouais, c'est. Ouais, alors ça Bah, veut dire, t'imagines, alors ça veut dire que Finn Balor, il se retrouverait coincé entre deux behemoths là. Il serait entre Roman Reigns et justement, le marteau et l'enclume, quoi. c'est ça qui ferait sortir le Demon King, je pense, à force de prendre des branlées par les deux. Mais moi, j'adorerais voir Lesnar faire autre chose que des matchs pour le titre, quoi. Se sortir un peu les doigts. Et en plus, effectivement, contre les petits gabarits, moi j'ai toujours des souvenirs de matchs énormes de Lesnar, que ce soit Mysterio, que ce soit Bryan, que ce soit Ouais, AJ ouais. Styles, que ce soit Finn Balor, même Punk à l'époque. Enfin, j'ai que des bons souvenirs des matchs de Lesnar face à des plus petits gabarits. Et donc, bah, je vote 1000% moi là-dessus. Mais ouais, mais tu peux pas le faire perdre, Lesnar, là-dessus. Ah non, non, Ça faut veut dire que gagner tu refais Lesnar. perdre, tu fais perdre Baylor. Refait perdre Baylor et justement, je justifie sa sortie des Demon King ensuite, à force de prendre des branlées. Ah, mais alors à ce moment-là, oui, mais alors à Crown Jewel, Ah bah, parce que tout du coup, à ça fait à amène à Crown Crown Jewel, Jewel. là, ils tombent malades, ils ont tous la chiasse, mais j'en sais rien, mais tu me passes Crown Jewel et tu me dis après, s'il te plaît. Tu me fais pas des Ce bons sera trucs pas de à toute façon, Crown tu Jewel, là. reviendras pas. J'espère que la WWE a pas dans l'idée de, de débarquer à Crown Jewel avec Brock Lesnar champion, mais j'en doute. Moi, je te dis, c'est Finn Balor en Demon King à Crown Jewel qui se fait latter en 3 secondes par Goldberg. Voilà, c'est annoncé. Par Goldberg, carrément. Oh là là, la boucherie. Oh Juste pour non. me faire chier. Non, Goldberg, il sera occupé sur Lashley je pense à Crown Jewel. Shane McMahon revient et il latte le Demon King de Crown Jewel En 3 secondes. en 3 secondes. Voilà. Bon, on ressort l'Undertaker dans ces cas-là, et puis comme ça, on est bon, quoi. Trempe Oh, le dans ce pauvre. papier à bulles. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que j'ai pas envie de le voir, ce pay-per-view. Mais bon. Ah, Mais bon, il on y tourne est pas super encore, bien. on y est pas encore, hein, je te rassure, papy. On est d'abord dans Extreme Rules. Et voilà, il va y avoir suffisamment d'actualité dans les prochains temps. Et pas plus tard que lundi soir que ce lundi soir avec Monday Night Raw. Bah écoutez, voilà les gars, je crois qu'on est arrivé au bout de cette review de SmackDown, le 1150e du nom. Pour nous retrouver, pour retrouver toute l'actualité en ligne de catch-up, c'est simple. Vous venez sur YouTube, vous activez la cloche, vous laissez des commentaires et ça sera perfecto. Toutes les bonnes plateformes de podcast, en l'occurrence Apple Podcast, Podcloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, pour écouter ça dans la voiture, sur le vélo elliptique, en train de faire du footing, je sais pas moi, tous les trucs un peu bizarroïdes, dans l'ascenseur en montant au boulot. Aux Comme vous toilettes en voulez. lisant le journal. Voilà, tout à fait. Voilà, Spotify, Deezer, Google Podcast. Allez-y, allez-y. Et puis les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier d'abord le tag team qui s'est transformé en triple frite avec l'arrivée du bel archange Géliel. Merci Géliel à toi de ta présence. Merci tonton, désolé pour le retard, et merci papy pour cette belle review. Merci mon papy à toi de cette présence incorruptible. N'importe quoi. Tonton pour le hosting de formelle manière et de ces qui franchement a fait qui a mis en valeur tous tes souvenirs de ce show c'était merveilleux. Et Ouais. merci à Géliel de nous avoir rejoint pour compléter un peu notre trou de mémoire. Ah oui, vous savez pas à quel point dans cette review, je remercie mes 2 tag team partners of the day parce que voilà, aujourd'hui, j'avais plus aucun souvenir de ce Friday Night SmackDown parce que j'ai été un peu pris par l'actualité de Rampage et en particulier de All Out. Et du coup, je me suis rendu compte que quand on commençait à enregistrer, ah mais merde, SmackDown, c'est loin déjà. Alors si vous n'avez pas été voir All Out, les amis, allez voir comme ça, juste pour le plaisir, le tag team match, le steel cage match entre les Lucha Brothers et les Young Bucks. C'est ma foi, c'est ce qu'il faut aller voir. Allez voir ça. Voilà. Allez, là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine, pleine de catch.
On vous fait des bisous. On vous fait les cordes à linge plein la face et je vous en fais bien à tous les deux aussi. Salut Géliel. Salut tonton, salut papy. Salut papy. Génial, et salut tonton du coup. Salut peuple de catcheur. Non, vous voulez pas parler. Les mecs, ils Non, respectent moi je pas parlé. boycotte. T'as Les t'as mecs, pas ils parlé boycottent. du segment avec Otis, tonton? Ah oui, et Otis là. Ah, pourquoi? Bah, faut en parler alors. Allez, parlez-en pour la outro alors. Que s'est-il passé avec Otis? J'ai oublié Otis. Merde. Aussi. Bah, Otis, tu sais, quand il a pris la Money in the Bank à Biggie, puis qu'il a dit que c'était lui le nouveau champion. Et qu'il est parti dans un Ah. rire sardonique. Tu te souviens pas? Ah. Ça va, ça passe bien comme rire sardonique? Bon, Oh là. c'était pour. C'était Ah pour. non, c'est vraiment tout naze. Allez, coupe.